Blockchain, crypto, NFTs, DeFi, metaverse, Web3 is literally eating the world, and community builders are the new leaders. Hi everyone, I'm Bilal El Alami, co-founder of Pirates Lab, a startup studio fully dedicated to Web3 startups. I'll give the mic to Web3 builders, founders, and investors so that we can deep dive with them into what is truly about Web3 entrepreneurship. No conventional bullshit, only creativity, rebellion, and community-driven insight. Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de Pirates Land. Aujourd'hui, on va parler musique avec William de Bolero. William, comment vas-tu ? Ça va et toi, Bilal ? Écoute, ça va très bien. Grand plaisir de te recevoir sur le podcast. On se connaît depuis trop longtemps en plus. Bah ouais, tu sais que j'y pensais en venant. Et ça fait 3 ans et demi maintenant. On racontera l'histoire de notre rencontre. Bah, merci d'avoir accepté l'invite. Trop cool. Comme tu sais, le podcast, il est plus centré autour de l'entrepreneur. On va parler un petit peu de ton projet. Mais ce qui nous intéresse beaucoup, c'est au fil de ton parcours, quels sont les éléments structurants de ta pensée entrepreneuriale, de ton parcours entrepreneurial, de tes ambitions entrepreneuriales et de la thématique de ton projet. Parce qu'aujourd'hui, on va parler de musique et de Web3. Ouais. C'est un sujet très intéressant. Il y a pas mal de use cases, que ce soit sur la redistribution des recettes, le suivi des royalties, la vente les fan tokens aussi, comme on a pu pouvoir le faire. Et évidemment, les sanctions, le truc sur lequel tu es focus. Avant qu'on rentre un peu plus dans le détail, dis-nous quelques mots sur toi. Quel âge tu as ? Où est-ce que tu as grandi ? Ouais, avec plaisir, avec plaisir. Écoute, c'est simple, je suis né à Paris, j'ai grandi à Paris, d'origine franco-britannique, mère française, père anglais. Donc j'ai baigné dans la culture depuis très jeune parce que mon père était photographe et ma mère illustratrice et peintre. Donc c'est toujours très proche de la culture. Tu vois, typiquement quand j'étais môme, j'avais le droit à 2 expos par week-end. C'était un enfer pour moi, mais je ne comprenais pas que ça avait un impact en fait pour moi plus tard. Donc aujourd'hui, merci maman, tu vois. Donc toujours à Paris, j'ai fait mes études à Paris aussi. J'ai voyagé un petit peu, j'ai eu ma première expérience professionnelle à l'international à Dubaï en 2015 et puis après je suis resté focus sur Bolero en France. Tu sais, je suis un peu chauvin au fond et mon petit rêve au fond c'est de me dire réussir à créer un géant européen, français qui sera bien plus fort que les Ricains ou que les Chinois. Dans la musique ? Dans la musique évidemment, mais aussi dans la tech puisque je pense que, et ça de toute façon tout le monde le sait, mais Web3 c'est une opportunité unique de créer un champion. Donc c'est ce à quoi je m'attelle tous les jours, tu vois. Voilà. Alors tu viens de parler de ta mère qui t'a un peu, on va dire, pas formaté, mais qui a construit un petit peu ta pensée au niveau culturel. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres figures, mentors, qui t'ont impacté sur d'autres sujets ? Ouais, c'est une bonne question. Écoute, alors il y a mon père aussi, hein, ils étaient 2. Mon père notamment avec sa philosophie ultra anglo-saxonne, il était un peu plus âgé aussi, donc lui il est arrivé en France en plein mai 68, donc si tu veux il a connu des choses. Quand toi tu grandis en tant qu'ado dans les années 2000, c'est lui il n'a pas du tout les mêmes visions que toi, donc il m'a vachement ouvert les yeux, il m'a apporté beaucoup d'ouverture d'esprit, donc ça m'a pas mal aidé à grandir. Et après d'un point de vue inspiration, je vais te dire c'est tout simple, il y a eu les contenus, les films, les livres. Alors les livres, pourquoi ? Parce que typiquement je ne suis pas un grand fan de romans, ces choses-là, mais je suis un passionné d'essais, donc je lis beaucoup d'essais. Okay. Ça c'est quelque chose qui a permis de énormément faire ouvrir, agrandir ma vision, comprendre un petit peu mieux comment, au-delà du business, tu vois, mais comment certains systèmes dans le monde fonctionnent. J'ai lu des bouquins sur le revenu universel, sur l'écologie, sur tout un tas de choses en fait qui te permettent de te nourrir, de faire fonctionner ton cerveau et de faire en sorte que tu comprennes mieux dans quel monde est-ce que tu t'inscris, tu vois. Donc les livres vachement importants et puis la musique énormément puisque pour moi tu vois la musique c'est le langage des émotions comme on dit et moi je suis quelqu'un qui est vachement proche de ça, qui a besoin de ressentir des choses et c'est pour ça que j'ai un peu jeté mon dévolu sur cette pratique culturelle là. Alright. Alors, rentrons un peu plus dans le détail de Bolero. Raconte-nous comment ça a commencé et comment t'en es arrivé à ce que tu fais aujourd'hui en fait. Écoute, tout simple, C'était quoi la vision initiale ? La vision initiale, l'hypothèse initiale, c'est je pense que des millions de personnes aimeraient investir dans la musique. Ok. Investir dans quoi exactement ? Je ne sais pas. Mais je pense qu'il y a des millions de personnes qui aimeraient le faire.
Comment est-ce que l'idée est venue? C'est tout simple. On est premier confinement, donc mars 2020. À cette époque-là, je commence à découvrir le staking, toutes ces choses-là. Donc je me prends un peu de passion pour le sujet. J'ai créé un mémoire au travers duquel on s'est rencontrés. C'est au moment où j'ai pris contact avec toi. Et en fait, à l'été 2020, situation toute bête, mais je connaissais bien l'écosystème musical parce que j'avais des amis qui étaient sur la scène rap et la scène électro. Donc ils m'ont toujours fait part de leurs projets, j'ai toujours été proche d'eux, donc j'ai toujours compris un petit peu quels étaient les challenges économiques et artistiques pour eux. Mais en fait, à l'été 2020, je sais pas, j'ai eu un moment un peu, pas eureka, mais tu vois, tu te dis, mais putain, c'est une évidence, il faut aller là-dedans. Je buvais un verre en terrasse, j'entends un son passer, je me dis, mais je connais ce son. Je me rappelle que c'est un artiste que j'avais digué 1 an et demi avant. Je prends Spotify, je regarde, je vois que le mec il est passé à 150 000 monthly listeners, et là, en fait, j'ai eu un truc de, oh non, je suis deg. Ça y est, en fait, il a percé, et pourtant, moi, j'ai découvert 1 an et demi. Et vu qu'en parallèle, j'étais à fond dans les sujets de tokenisation, et je m'étais vachement intéressé au sujet, je me suis dit, mais en fait, c'est ça qu'il faut faire. Il faut tokeniser les artistes ou les œuvres. C'est ça l'ambition. Et donc, de manière totalement impulsive, je pense que c'est un peu le secret aussi, j'ai décidé que je voulais faire ça. Donc j'ai tout de suite appelé mes potes qui étaient déjà dans la musique. Ils m'ont un peu pris pour un fou au départ en me disant non, c'est super intéressant, bien sûr ça pourrait résoudre pas mal de problèmes, mais Will, c'est impossible, ils vont jamais t'écouter, puis le temps que tu accèdes aux gars, en gros ils m'ont présenté que des barrières. Je dis t'inquiète pas, c'est le process, c'est le process. Donc j'ai quitté mon job. À ce moment-là, j'étais product manager dans une startup d'IA. Donc globalement, je créais, je développais un SaaS pour les marques pour qu'elles puissent faire des chatbots et des voicebots. On était en 2020, ça faisait presque 4 ans. C'est la mode des chatbots. C'était un peu la trend à l'époque, ouais. Moi, ça m'a permis de faire mes classes, notamment dans le product management, comprendre toutes les bases de l'UX, comment est-ce que tu développes une user journey qui a du sens, comment est-ce que tu t'écartes toutes les fioritures pour te concentrer sur la valeur que tu délivres à ton utilisateur. Et donc voilà, fort de ça, je quitte mon taf. On est en septembre 2020. Je pars faire le wagon. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une formation en accéléré de 9 semaines qui te permet d'apprendre les bases du web development. Et en fait, pendant cette formation, donc j'avais toujours cette idée d'investissement dans la musique et tokenisation d'artistes et d'œuvres, j'ai rencontré Arthur, qui est aujourd'hui le cofondateur et CTO de Bolero. Et donc à la sortie du wagon, on est en décembre 2020. On s'est dit qu'on allait tester. On avait un peu de chômage devant nous. Ça, c'est encore quelque chose qui est très sous-coté en France, mais la France aide énormément à entreprendre parce que bénéficier du chômage, ça te permet d'avoir un petit temps de recul pour tester tes idées, tu vois. Donc on a profité de cette période-là. Et en fait, on a codé, je pense, 3 mois dans nos chambres respectives. À partir de février 2021, j'ai commencé à reach out à beaucoup d'artistes. Par mon réseau, mais aussi cold DM sur Insta. Alors je devais avoir un taux de closing à 5%, je pense que ça devait être l'enfer. 30%, c'est déjà pas mal. Non, 5%, c'était l'enfer. Mais c'est pas grave, j'étais à fond et j'ai réussi à réunir 40 artistes tu vois, qui ont participé au lancement d'une bêta. Et donc la bêta, elle consistait en quoi? Elle te permettait d'acheter des parts de carrière. Donc on n'appelait pas ça encore token. C'était full off-chain, on n'avait pas mis de blockchain, même si c'était l'ambition. Étant donné qu'il n'y avait pas de layer 2 et que ça coûtait une fortune en fait de déployer des choses sur Ethereum à l'époque, on s'est dit, et en plus c'était pas scalable, on s'est dit non, on va faire off-chain pour tester. C'est pour ça qu'on a bougé sur Tezos à l'époque. Bah oui, c'est normal. Et voilà, et d'ailleurs petite anecdote drôle, à cette époque-là, quand je reach out sur Insta, je me souviens, il y a un producteur assez connu et manager qui manage vraiment des gros artistes dans le hip-hop et le rap. Je lui envoie un code DM pour lui présenter l'idée rapidement, je lui dis bon écoute voilà, je te présente ce qu'on fait, on a créé un outil qui te permet de générer plus de revenus, développer le business model de ton artiste sans impacter sa direction artistique. Si t'es chaud, on s'appelle et en 15 minutes, je t'explique comment ça fonctionne. Et le gars m'a répondu tu trouves que je fais si mal mon travail que ça? Et tu vois, moi j'ai pris un scud, surtout que quand tu débutes, tu as envie de prouver que ton idée elle est solide, elle est valide. Et quand tu as un cadre de l'industrie qui te dit, qui en gros te met une porte, tu peux avoir tendance à te dire oh, est-ce que en fait, c'est si bien que ça ce que je fais? Tu te remets en question. Ouais. Et bon, c'est pas grave, j'ai pris pour moi. Et 2 ans plus tard, on s'est revus. Et maintenant, il kiffe. Nice. Donc, c'est le petite anecdote pour dire faut rien lâcher. Faut écouter. En tout cas, ce qui est très bien, et j'ai envie de réinsister là-dessus, c'est que tu vois, et en fait, moi, c'est exactement là pareil. Tu as une idée qui te donne la boule au ventre.
tu décides de te former pour essayer de maximiser tes chances de réussite ou de minimiser Ouais. les défauts ou les problèmes que tu vas rencontrer. Et tu rencontres ton cofondateur dans un environnement qui fait sens, parce que vous étiez tous les deux au wagon, il y a beaucoup de gens, tu vois, c'est de manière transitoire, ils vont au wagon pour, tu vois, en mode pré-entrepreneur, pré-entrepreneuriat. Et du coup, c'est super intéressant. Moi, c'était exactement la même chose. J'ai eu l'idée, je me suis formé, j'ai rencontré Fred, on a lancé EquiSafe, tu vois. Et tu trouves pas qu'il y a un vrai plaisir à aussi apprendre à savoir faire par toi-même? Parce que mais souvent, bien tu sûr. sais, quand tu as une idée, tu vas te dire, bon, ok, maintenant, il faut que je trouve quelqu'un qui va m'aider à le faire. Mais quand tu arrives à avoir les skills, pardon, ou les conditions qui te permettent de tester par toi-même, Clairement. c'est un sentiment de Moi, je dis souvent que jusqu'à la série A, entre guillemets, tu dois être le meilleur sur tous les sujets de ta boîte si tu veux être légitime à être le CEO. Et après la série A, tu recrutes des mecs meilleurs que toi. Parce qu'avant, c'est très difficile de les attirer, tu vois. Et pareil, moi, j'ai voulu savoir coder les smart contracts, faire le produit, faire le business, faire la levée de fonds. Alors, sur tous les fronts, il faut être, tu vois. Ouais, et puis de toute façon, tout est lié. Tu vas être bon en levée de fonds, tu as intérêt à connaître tes sujets. Ah bah clairement, tu as raison, tout est lié, exactement. Donc pour moi, c'est le job d'un entrepreneur, le job d'un CEO, ou peu importe, co-CEO, CTO, en tout cas les cofondateurs, leur job, c'est d'être, comme tu le dis, les meilleurs dans leur boîte sur leur sujet. Unchallengeable. Mais c'est aussi de n'avoir aucun trou dans la raquette. Ouais, clairement. Tout comprendre, tous les challenges. Alors c'est parfois épuisant, mais c'est ce qui donne un peu de sel à l'aventure et c'est ce qui fait que tu es passionné, tu vois. Ah bah sinon ce serait trop simple. Et du coup nous en fait on s'était rencontrés entre la fin de ton master et quand tu faisais ton mémoire et le wagon. C'est ça, exactement. Et je me souviens, moi je t'ai reach out, je t'ai envoyé un message sur LinkedIn en disant Hello Bilal, j'ai créé un mémoire sur la blockchain et l'économie de partage. Je ce que tu fais avec EquiSafe, est-ce qu'on peut se parler? Ouais. Et trop cool, ça m'a donné une leçon. Direct, t'as dit oui, alors qu'il y avait beaucoup de gens qui me disaient non. Et tu sais que depuis que tu as fait ça, maintenant, moi, je prends tous les calls pour tous les mémoires. Même si j'ai pas le temps, je les prends de base. Bah, en soi, tu vois, ça permet de rencontrer les gens, d'échanger pas mal aussi des connaissances. D'autant mieux parce que tu vois, on est toujours potes et on a investi dans ta boîte et on te soutient et on kiffe ce que tu fais. Donc, c'était une bonne chose. Et qu'est-ce que je voulais dire et donc à ce moment-là, on fait le call avec le mémoire. Et en fait, je sais plus pendant. On s'est vu, non? Et oui, et en fait, pendant le call, tu me fais, mais toi, tu me fais marrer, t'as l'air sharp, je crois. Tu m'as dit un truc comme ça. Je dis, bah viens, on se voit et je te montre. Tu vois. Et effectivement, on a pris un café. Et à l'époque, tu recrutais pour EquiSafe. Et moi, je savais pas encore si j'allais aller. Enfin, tu vois, mon idée s'appelait même pas Bolero, c'était les prémices, donc je savais pas trop quoi faire. Et on s'était vu avec tes associés pour potentiellement que je vous rejoigne dans la voiture. Bah ouais. Et je t'avais dit, genre, mec, t'es trop chaud, va monter ta boîte, genre, viens bosser chez nous. C'est ça, exactement. Et donc, non, trop fier que t'aies gardé la vision, t'as continué d'exécuter avec de la consistance, tu vois. Mais je pense que tu vois, aujourd'hui, j'ai plus de 2 ans de recul. La structure de Bolero, on l'a créée en février 2021. Donc aujourd'hui, on est en mai 2023. Donc un peu plus de 2 ans de recul. Je pense qu'aujourd'hui, si je devais changer quelque chose ou maintenir quelque chose, c'est effectivement itération produit à fond. Donc ne pas s'endormir, avoir des sprints assez courts. Nous, on fonctionne par sprint produit en général de 2 semaines. 2 semaines de développement, 1 semaine de testing avant le déploiement. Ça nous permet d'être assez agile et de réagir à toutes les user requests et user feedback qu'on reçoit. Et la chose, par contre, je pense que nous, on a un peu prêché en 2021 là-dessus. On s'est vachement laissé dicter un peu notre roadmap par les tendances. Et il faut, je sais pas si tu te rappelles, en vrai c'est dur quand tu es entrepreneur, quand tu es en plein milieu d'une bulle. En fait, on fait tous cette erreur-là, et après on comprend tous qu'il faut stick to the plan. Tu vois. Exactement. Et nous, je pense qu'on a perdu 7 ou 8 mois d'exécution à essayer de tester des choses qui étaient trendy, donc qui permettaient de gagner en visibilité, mais qui, au fond, te permettent pas de trouver ton product market fit. Mais bon, après, ça fait partie du processus pour trouver ton product market fit aussi. Et c'est le game, évidemment. Et tu vois, au travers de tout ça, je me souviens, pour donner le cas concret, donc on avait les fan tokens, donc les parts de carrière d'artistes qui permettaient d'investir, et on cherchait, vu que tu avais ce nouveau format NFT, et moi j'aime bien dire c'est une boîte dans laquelle tu mets ce que tu veux, on se disait putain bah, c'est fantastique, tout le monde veut cette boîte, qu'est-ce qu'on va mettre dedans? Donc on a testé plein de trucs.
On a testé des passes pour les tournées européennes de Oscar Anton. On a testé des chutes de studio avec Kamal Williams. Et un jour, on est tombé sur le cas qui nous a fait câbler. C'était les parts de master, où on avait fait avec Sama Abdouladi, qui est une grosse DJ techno hyper reconnue sur la scène, et notamment au Moyen-Orient. Et là, en fait, les gens ont adoré, et ils ont vraiment trouvé de la valeur. Ils se sont dit, bah ouais, en fait, quand tu mets une part de master, donc c'est-à-dire une part de propriété intellectuelle dans un NFT, il y a de la valeur. J'achète quelque chose de tangible, presque. Bah ouais, parce que le fan token, c'est très spéculatif. Là, c'est du venture capital de la musique, quoi. Ouais, c'est ça, tu peux le voir comme ça. Après, du coup, nous, on s'est dit, ok, donc notre cas est là, on a tout revamp. J'ai attrapé l'équipe, on est parti en séminaire de 3 jours. On a fait des workshops, on a réfléchi. J'ai fait réfléchir les gens en squad pour qu'à l'issue du séminaire, on sache quelle direction prendre. Et c'est à l'issue de ce séminaire qu'on a décidé de... Tu vois, typiquement, on était rentré dans les tendances dark mode, un peu couleur néon, ces trucs-là dans le design qui étaient vachement tendance en 2021. En réalité, c'était pas ça. Ça fonctionnait pas avec l'industrie musicale. Mm. Donc voilà, on n'est pas reparti de zéro parce qu'on avait déjà tous nos smart contracts, on avait de la data, on avait déjà beaucoup de choses. Mais en tous les cas, dans la user journey, la manière dont on présentait notre produit, on a tout revamp. Et je pense aussi qu'il ne faut pas avoir peur de faire ça. Parce que nous, depuis qu'on l'a fait, c'est cool, quoi. Tout cartonne et on a un taux de conversion qui est dingue. Je pense que le meilleur chiffre que je peux donner pour illustrer ça, quand on sort la première version de Bolero post-première levée de fonds, donc on est à l'automne 2021, on est en mode on suit la tendance. On pousse à fond la décentralisation, il faut avoir un wallet pour utiliser Bolero, vous allez voir c'est génial, MetaMask, etc. Taux de friction, 72%. 72% d'abandon dans le processus d'achat. C'est dramatique. Enfin, moi, ça m'a cassé en deux. Ouais, c'est quelque chose qui ne va pas. En fait, c'est surtout que ta cible, la demande, en tout cas la demande que les artistes t'amènent, parce que tu collabores avec les artistes et c'est eux qui aussi t'amènent finalement des membres de leur communauté, elle n'a pas envie. Donc c'est là aussi, tu vois, on a réfléchi à tout ça, comment est-ce qu'on améliore l'UX pour déplacer cette friction. Et aujourd'hui, en fait, tu arrives sur Bolero, tout est responsive, tu peux payer avec Apple Pay, Google Pay, et en fait, si tu ne sais pas que c'est du Web3, tu n'auras même pas besoin. J'en mets. C'est ce qu'il faut. Et voilà. Et donc c'est pour ça que je martèle vachement le sujet de l'itération produit, c'est que c'est trop sous-coté aujourd'hui. On pense que y en a beaucoup qui pensent que leur idée de base sera la manière dont ils l'exécuteront dans 2 ans, 3 ans. Ah ben non, c'est jamais. Pas du tout. En fait, c'est un énorme manque d'humilité que de penser que tu vas avoir raison du premier coup, déjà. Ouais, après, je pense qu'il y a aussi un sujet de passion et d'entêtement, tu vois. Non, mais bien. Tu sais, t'es toujours un peu amoureux. C'était Ouais. un peu de sentiment pour ta première idée ou ta Non, mais première vision. évidemment. Après, si tu veux te construire en tant qu'entrepreneur, il faut se remettre en question Exactement. et ne pas hésiter à changer. Et comme tu l'as très bien dit, avec ton chiffre de 76%, être aussi data-oriented, tu vois. Ouais, exactement. Il faut pas avancer avec des Donc œillères. du coup, maintenant, c'est super intéressant. Tu nous as expliqué un petit peu comment vous avez évolué votre pensée, votre positionnement pour mieux fitter avec le marché. Aujourd'hui, c'est quoi Bolero? C'est que les songshares? Le pitch de Bolero, c'est une plateforme qui permet à n'importe qui d'investir dans la musique et d'avoir son propre label. Ok. Pour investir dans la musique, tu peux acheter effectivement de l'IP musical. Donc nous, aujourd'hui, notre proposition de valeur, comme on dit, c'est notre USP, c'est tu achètes des parts de morceaux que tu aimes, que tu écoutes tous les jours, et une fois que tu détiens ces parts de morceaux, tu peux soit les garder, les conserver, et dans ce cas-là, tu vas percevoir une part proportionnelle des revenus générés par le morceau, ou bien les trader sur Bolero. Et je dirais notre vision qui a un peu évolué et qui aujourd'hui est hyper claire, c'est qu'en fait, on va venir débloquer les 38,3 milliards de catalogues en valeur qui sont bloqués. Je t'explique ce que ça veut dire, c'est assez simple. Quand un artiste interprète, un auteur, compositeur, un producteur se réunissent pour créer un morceau, le fruit de leur collaboration, c'est ce qu'on appelle un enregistrement phonographique. Okay. Un enregistrement phonographique, il a un sous-jacent qui est de la propriété intellectuelle. Et cette propriété intellectuelle, aujourd'hui, presque personne ne la monétise. Le seul endroit où tu peux monétiser ta propriété intellectuelle, c'est sur un marché privé, où en fait, ça a plutôt un look d'oligopole. Tu as les 3 majors et 2-3 fonds d'investissement qui rachètent des catalogues à tout va. Okay. Mais il n'y a pas de place de marché pour qu'un artiste, un producteur puisse monétiser cette IP. Donc il y a 38 milliards d'IP en valeur qui dort, okay. qui n'est pas liquide. Donc l'ambition de Bolero, c'est de devenir la plateforme leader dans le trading d'IP musical et de créer le plus gros marché liquide au monde.
Excellent, énorme. Comment, alors moi j'ai un point opérationnel, comment est-ce que je peux suivre le revenu qui est généré par une musique Mm. et comment est-ce qu'on s'assure que les redistributions sont bien faites suivant quelle modalité d'ailleurs? Est-ce que c'est tous les ans? Est-ce que c'est tous les 3 mois? Ouais. Alors ça dépend d'un morceau à un autre. Aujourd'hui, la norme, c'est soit tous les 3 mois, soit tous les 6 mois Ok, pour la redistribution. Pour suivre ton rendement, bah, c'est assez simple. On a développé une feature qu'on a appelée le Royalties Estimator. Donc Ok. sur la base de la data qu'on collecte, on te donne une estimation quotidienne de ce que tu as généré. j'en mets. Ça, c'est une idée toute bête. Je sais pas si tu te souviens, à l'été 2020, quand tu as Tezos qui sort le staking sur Coinbase, moi c'est comme ça que j'ai découvert Tezos à cette époque-là. Ok. J'avais acheté du Tezos et Coinbase, ils avaient fait une feature de fou furieux. Tu voyais en temps réel. Oui, ça évoluait en temps réel, ouais. Ça Ça- compoundait en temps réel. Ça m'a matrixé. Ouais, J'ouvrais l'appli, ça je sais augmentait pas, tout le temps. 15 fois par jour. Alors que je gagnais rien, en Ouais. fait. Enfin, en valeur en dollars, je gagnais rien. Mais juste de voir les chiffres qui bougeaient. Et je me suis dit, c'est ça qu'il faut qu'on fasse. T'avais la 5e décimale, tu sais, qui augmentait C'est comme ça, 2 secondes. exactement. Je me suis dit, mais c'est ça qu'il faut qu'on fasse. Il faut qu'on montre qu'en fait, c'est du revenu passif. Mm. Tu dors, tu fais de l'argent. Donc voilà, du coup, on a. Alors aujourd'hui, c'est beaucoup moins facile qu'un token qui est géré par un protocole parce que tu n'as pas accès à toutes les données en temps réel. Néanmoins, on te donne une estimation quotidienne de ce que ton. Et qui s'occupe de faire la compta, en fait? Alors, la compta, elle est faite par le producteur, par le label qui Ok. cède cette partie-là. Il y a des gens qui certifient cette compta Et tu as un état de redevance qui sort à chaque période qui, elle, est sortie par les distributeurs. Donc, Ok. pour comprendre comment ça fonctionne, tu as l'artiste en premier layer et le producteur. Donc, ça peut être un label ou ça peut être un individu. C'est eux qui vont vendre leur part de Ok. morceaux. Eux, le morceau qu'ils détiennent à l'origine, il est distribué, donc il est mis sur toutes les plateformes, sur YouTube, etc., par un distributeur. Et c'est ce distributeur, comme il y a une boîte française très connue qui s'appelle Believe qui fait ça, DistroKid, enfin c'est un peu les grands Manitou de l'indépendance qui ont Ok. révolutionné l'industrie. Bon bah ces gens-là, eux, ils collectent auprès des plateformes et après ils te produisent un état de redevance qu'ils envoient aux artistes, aux producteurs. Ok. Et donc nous, on se base sur cet état de redevance. Et du coup, là, en l'occurrence, c'est à toi qui renvoie et tu renvoies à tout le monde, dont l'artiste? Exactement. Non, l'artiste, s'il lui reste un pourcentage, s'il n'a pas tout vendu sur Bolero, Mm. effectivement, il va recevoir en direct. Nous, en revanche, effectivement, on va collecter auprès du distributeur automatiquement. Donc, typiquement, on est la première boîte Web3 au monde à avoir un compte chez Believe. Donc, on est les premiers à pouvoir collecter automatiquement des royalties sur des Énorme. morceaux qui sont distribués chez eux. On reçoit ça en fiat. Et après, on redistribue en stablecoin dans les wallets de nos users. Excellent. Voilà. Ok, je comprends. Super intéressant. Et là, c'est quoi le top 3 des musiques qui apportent le plus de royalties? Alors les premiers versements, là, c'est le 30 juin. Donc on va voir, mais au regard des stats qu'on a mesurées, il y a Browser de Riles qui génère quand même pas mal de. Ah ouais, ça avait pas beaucoup de mal, streams. ça avait pas mal Ouais. buzzé, ça. Et en fait, il faut savoir que Riles, il a plus de 650 millions de vues sur YouTube, donc il y a aussi pas Ok. mal de sous qui sont générés par ses clips. Excellent. Oui, parce que ça, c'est un point important, je le précise. Pourquoi est-ce qu'on a décidé de faire de l'IP? C'est pas juste pour faire joli et dire on fait de l'IP et c'est génial, c'est un actif. C'est aussi parce que le fait d'avoir de l'IP, ça t'expose à un maximum de sources de revenus. Ok. Donc tu vas pas juste gagner un rendement basé sur les écoutes en streaming, tu vas aussi gagner ton rendement sur les téléchargements, les ventes physiques, s'il y a des vinyles, des CD, et aussi quelque chose qui est méconnu du grand public qui s'appelle la synchro. La synchro, c'est la musique à l'image. Donc les morceaux génèrent beaucoup d'argent lorsqu'ils sont placés dans des films, dans des séries, Ok. sur Netflix ou dans des pubs. Donc c'est grâce, en fait, en détenant de l'IP, tu t'exposes à toutes ces sources de revenus et c'est ce qui fait que c'est hyper intéressant. Et donc toi, tu permets de t'exposer à toutes ces lignes. Mais Believe, ça ne traque qu'un truc ou ça agrège tout le monde? Believe, c'est downloads, plus toutes les plateformes de streaming, plus YouTube. Ok. Voilà. Et pour le reste, par exemple, pour Et les pour le films? reste, nous, on a un schéma contractuel avec le label ou le producteur qui cède. Ok. Et il doit nous envoyer son état de redevance, il fait un deal en synchro. Donc par exemple, la grosse campagne qui arrive, c'est celle d'Agoria, le 7 juin. Il faut savoir qu'Agoria, c'est un artiste qui fait pas mal de streams sur les plateformes, mais c'est pas l'artiste le plus streamé en France, hein. En revanche, c'est un artiste qui a l'habitude d'avoir ses morceaux placés dans des pubs pour Prada, pour des marques qui sont quand même assez établies et qui génèrent du coup des gros cachets. Donc ce qui est intéressant, c'est que si tu détiens une part de morceaux d'Agoria, Mm. tu t'exposes à ça. Et d'ailleurs, j'ai une autre question.
Euh, c'est pas continu, t'as pas la même somme par quarter ou par semestre. Bah non, puisque ça dépend de la S'il y a un performance. semestre où tu fais un Prada, t'as Ah multiplié par bah 10 ouais. la redevance. En fait, tu peux très bien avoir un semestre où tu vas prendre. Donc tu pourrais même faire des espèces pas de délit d'initié, mais anticiper ou connaître tellement bien l'artiste que savoir qu'il va se passer un truc et Ouais, sur tu un peux de ses avoir ça. sons. Alors en fait, tu as deux dynamiques qui sont hyper intéressantes par rapport au marché secondaire. Tu as la première qui est celle de savoir anticiper si un artiste va péter. Ok, Peut-être effectivement avoir des informations. Il y a des rumeurs qui courent, l'artiste va sortir un nouvel album, tu sais que ou il va annoncer une tournée. Sache qu'à chaque nouvel album et chaque nouvelle tournée, c'est tout ce qu'on appelle le back catalogue, donc tous les anciens morceaux qui pètent d'un coup. ok. Donc c'est aussi intéressant de connaître ces Putain, dynamiques-là, c'est pardon. énorme. Et tu as un deuxième sujet sur lequel nous, on va bosser d'arrache-pied à partir de septembre parce qu'on pense que c'est vraiment le futur de la création de contenu, c'est tous les TikTokers et les YouTubers. En fait, on le dit tout le temps, mais ces gens-là ont un pouvoir sur le succès d'un morceau qui est totalement dingue. Mm. Tu crées une trend sur TikTok, tu peux faire péter un morceau, out of nowhere. Tu crées des bonnes vidéos sur YouTube, tu peux peut-être donner envie aux gens de télécharger un morceau ou de l'écouter en streaming. Pourquoi est-ce que tu n'utiliseras pas des morceaux dont tu as des parts si tu es créateur de contenu? Ouais, bien sûr. Donc tu as ce sujet-là, tu vois, en gros, quelle est la boucle qu'on va réussir à créer aussi avec des TikTokers, Énorme. des YouTubers pour Ok. faire en sorte que bah ouais, les morceaux qu'ils vont utiliser dans leurs vidéos, ce soit des morceaux dont ils ont des parts. Et donc, bah, tu as ce truc-là. Sur Bolero, on a toute une couche sociale. Tu peux voir, tu as un feed, tu peux voir ce que font les gens, qu'est-ce qu'ils ont liké comme son, qu'est-ce qu'ils ont acheté, qu'est-ce qu'ils suivent. Demain, si tu as des influenceurs sur Bolero ou des créateurs de contenu sur Bolero, tu vois qu'ils viennent d'acheter ce morceau-là. Tu vas te dire, ah, il va peut-être l'utiliser dans sa vidéo. Donc tu vois, tu as des dynamiques qui peuvent se mettre en place qui sont assez intéressantes Excellent. et qui, je trouve, ajoutent un peu d'entertainment dans l'utilisation. Ouais, mais clairement, super intéressant. Et du coup, dis-nous un petit peu, genre, là, comment tu décrirais ta communauté? C'est quoi les personnages? Ils viennent d'où en termes de démographie? Dis-nous en plus sur la data Ouais. des users. Alors aujourd'hui, on a la stat très précise, on a, et c'est dingue, hein, on a 86% de users qui n'ont pas de wallet, Ok, 14% qui ont des wallets. Donc déjà, ça te donne un peu le profil type. Sur du coup, donc ceux qui n'ont pas de wallet, malheureusement, enfin ceux qui ont un wallet, malheureusement, on n'a pas plus de data que ça parce que bah, tu sais comment ça fonctionne. Donc tout ce qu'on sait, c'est que les paniers moyens sont bien plus élevés. On est sur des paniers moyens qui sont entre les 140 $ et 160 $, ok, donc dans cet intervalle-là. Tandis que pour du coup les 86% qui n'ont pas de wallet, que nous on qualifie comme étant des fans de musique, eux ces gens-là, le panier moyen est à 80 $. Et pour le coup, on récolte un peu plus de data. Et en gros, le gros intervalle d'âge qu'on a, c'est entre 19 et 32 ans, avec une grande majorité de nos users qui ont entre 24 et 26, quoi. ok. Donc voilà, majorité de Français, hein, évidemment. Alors pourquoi? Parce que nous, aujourd'hui, notre acquisition utilisateur, elle se fait à travers la communauté des artistes, évidemment, mais aussi par le referral. C'est nos deux plus grosses sources d'acquisition Ok, d'utilisateurs. Donc bah là, c'est tout simple, hein. Tu sors un Riles, tu sais que Riles, c'est 45% d'Inter et 55% de France. Mais tu sors un Maes, comme on a fait en janvier, Maes, c'est que du français. À la limite, tu as des gens peut-être. donc pour t'internationaliser, il te faut des artistes étrangers, quoi. Il te faut un maximum d'artistes étrangers et il faut surtout, parce qu'avoir des artistes à l'étranger, c'est pas suffisant, il faut surtout avoir des leaders d'opinion. Donc il faut avoir les artistes qui, dans leur territoire, ont l'habitude d'influencer l'industrie. Mm. Donc typiquement, tu vois, pour nous, il y a des territoires clés. Après la France, il y a évidemment l'Allemagne, mais des territoires sous-cotés, pour nous, il y a l'Égypte, hyper important. L'Égypte, aujourd'hui, c'est un peu la locomotive de l'industrie musicale au MENA. Il y a le Nigeria, Afrique subsaharienne. C'est complètement dingue ce qui se passe là-bas. Les gens ne savent pas, mais c'est eux qui influencent toute la scène grime de Londres. Et Ok, maintenant, ils commencent aussi à influencer les States et le Canada. ok. T'as un gars comme Drake, sur son dernier album, il Ouais, tire toutes j'avoue. ses inspirations. Enfin, c'est Black Coffee qui produit le dernier album de Drake, tu vois, et c'est Ok. pas anodin. Donc c'est aussi pour ça que c'est important quand tu montes une boîte, c'est bien de connaître la tech, etc. Mais tu vois, il faut connaître tous les domaines et comprendre comment l'industrie musicale fonctionne et comment les tendances sont mises en place, c'est aussi hyper important. Et pour ça, nous, on a eu la chance de créer un département musique. Bon, il y a 2 personnes aujourd'hui,
Mais ces deux personnes, on a Alain qui est le Head of Music, qui lui est un ancien manager d'artistes et qui a bossé chez Boiler Room pendant 5 ans. Et on a Acile qui, elle, était successivement chez Universal puis chez Sony avant de rejoindre Bolero. Et c'est aussi ces gens-là qui t'apportent la capacité de compréhension et le flair que tu vas avoir. Parce que sinon, si monter une boîte dans la musique, c'était juste arriver et filer des signing bonus à David Guetta et tous les plus gros, tout le monde pourrait le faire. Il faut vraiment réussir à avoir cet ADN musique pour ce qui est. Et c'est quoi vos objectifs pour cette année là en termes d'artistes Ouais, écoute, nous, nos objectifs, c'est d'ici la fin du mois de décembre, rentrer 45 nouveaux artistes dans le catalogue. On aimerait atteindre aussi entre 10 000 et 12 000 weekly active users. Aujourd'hui, on est pas mal, on est à plus de 2000 weekly active users. Alors pourquoi je dis weekly, c'est parce que vu qu'on est une marketplace, ça serait bizarre de mesurer du daily. En revanche, le weekly est hyper intéressant parce que ça te montre la capacité de rétention que tu as et en étant une marketplace, c'est quelque chose qui est très recherché. Donc voilà, il y a ça, c'est un peu les grandes étapes. Et on aimerait bien aussi atteindre les 400 000 ou 500 000 de GMV. Donc ce qu'on appelle GMV, en gros, c'est le volume d'affaires. Et nous, c'est notre North Star métrique. Aujourd'hui, en fait, vraiment la métrique qu'on regarde tous les jours, c'est le volume. Donc du coup, tu veux faire 40-45 artistes d'ici la fin de l'année. Ouais. Et en fait, c'est quoi ton modèle? C'est un artiste, un song shares ou... Non, aujourd'hui, la moyenne, c'est 1.4. 1.4, ok. Donc il y en a avec qui tu fais plus d'une musique. Je te prends l'exemple de Ben PSG. Ben PSG nous a rejoint en 2022. Ouais. Il a percé l'année dernière parce qu'il est passé dans la nouvelle école, la série Netflix, sur le concours de rap. Ouais, j'ai vu, ouais. Et lui, il a percé parce qu'il s'est fait refoul par Shai alors que c'était le meilleur. Ok. Et bon bref, il a été très smart. Et ils ont tourné un clip où ils ont reproduit la scène et le son s'appelle Mauvaise Nouvelle. Enfin bref, brillant le gars, excellent. Et il a rejoint Bolero et lui typiquement, il a sorti un premier songshare de Mauvaise Nouvelle. Okay. C'est comme ça qu'il a démocratisé le cas d'usage. Et là, en fin mars, il a sorti un nouvel EP. Et là, il a sorti 3 songshare. Nice. Donc tu peux avoir un gars comme BLPG qui te fait 4 songshare, comme tu peux en avoir un qui te fait que 1. Ça dépend. Ouais, mais l'objectif, faut que tu deviennes la référence des catalogues musicaux, quoi. C'est très clairement l'objectif. Et surtout, au-delà d'être l'objectif, parce que je trouve que parfois dire c'est l'objectif, ça fait un peu j'ai mes œillères et je fonce tout droit dans le truc. C'est surtout, en fait, ça pourrait résoudre énormément de problèmes. Parce qu'en fait, la mission de Bolero, hein, au-delà de tout ça, le why, pourquoi est-ce qu'on existe, c'est on est là pour créer un nouveau revenu qui doit être récurrent et durable pour les artistes, tout en proposant une expérience qui est unique aux fans, qui n'ont jamais vécu ailleurs. Et nous, ce qu'on pense, c'est qu'en fait, le songshare aujourd'hui est le produit qui permet de délivrer cette mission de manière la plus propre. Mais du coup, il y a des compétiteurs qui est sur le créneau des songshares. J'ai vu Rihanna, je crois, qui avait fait un espèce de drop avec un songshares où elle avait mis 0,007% dans royalties de la musique. C'est un peu une demi-blague. Mais, mais elle avait travaillé avec qui, cette Rihanna? En fait, il y a 2 boîtes qui sont très actives sur le sujet, mais eux, en fait, ils font du royalty sharing. Donc, c'est pas de l'IP, mais c'est du partage de revenus. Il y a Another Block, chez nos voisins suédois, et il y a Royal.io, qui est aux US. Eux, ce qu'ils font, en fait, c'est de la cote-part. Donc, en gros, dans le NFT, ils mettent un contrat de gré à gré entre l'artiste et toi, qui dit bon bah l'artiste va te rétrocéder X% de ses revenus. Voilà. Sauf que c'est quoi la différence entre partager les revenus et l'IP? Tu as 3 différences majeures. Première, c'est que partage du revenu sur le streaming. Donc tu t'exposes pas à toutes les sources de revenus. Ce qui fait que en réalité, ce que tu disais tout à l'heure, grand bravo à eux, hein, j'ai beaucoup de respect pour tout ce qu'ils font, mais je suis pas sûr que ce soit hyper rentable ce qu'ils proposent aux gens. Voilà, je pense que quand tu achètes un NFT là-bas, c'est pas, enfin avant de recoup, ça va être un peu compliqué. Deuxième sujet, c'est la durée. Donc nous aujourd'hui, les songshares, elles sont valables entre 10 ans et forever. Par exemple, le songshare d'Agoria, il est forever sur Bolero. Il n'y a pas de date de péremption. Là, quand tu vas acheter du royalty sharing, souvent au bout de 6 ans ou 7 ans, c'est fini. Donc il faut quand même que tu espères, dans cette timeline, soit avoir remboursé ton achat, soit avoir réussi à faire une plus-value sur le secondaire. Donc tu as ça. Et le troisième point qui pour moi je trouve est majeur, c'est que il n'a pas du coup de clause de buyback comme nous on fait. Donc ce que ça signifie, c'est que si l'artiste il souhaite rentrer dans une transaction sur le marché privé demain et qu'il souhaite revendre son catalogue, il peut racheter tous les NFT qu'il a vendus. En revanche, il devra les racheter au prix du marché secondaire, qui est exclusivement défini par Bolero.
Donc c'est aussi un moyen pour nous de mettre en place des garde-fous, créer un espace serein, sain pardon, pour les artistes. Et c'est en ça aussi qu'on n'a pas voulu externaliser notre marché secondaire. Il y a beaucoup de boîtes qui mettent leur marché secondaire sur OpenSea finalement, tu vois, qui s'appuient sur les marketplaces. Nous, tout se passe dans Bolero. Donc voilà, c'est ça les grandes Question différences. par exemple sur le projet d'Agoria. Je sais qu'il va redistribuer les revenus à ses collectionneurs. Non, il va dropper exactement 90% de la supply à ses collectionneurs Ouais. et il y a 10% qui seront mis en vente sur Bolero. Donc sur les 100% de Ok. supply qui seront alloués. Ok. Et du coup, moi je suis un collectionneur de Hago. Ouais. Du coup, je dois me connecter à la plateforme pour recevoir mes royalties ou... Tu vas pouvoir claim. En fait, tu vas pouvoir claim ton songshare Ok. en fonction de ce que tu as dans ton wallet. Donc c'est peut-être pour ça que Hago m'a demandé mon wallet address. Exactement. Ok. C'est pour checker ça. Et surtout, une fois que tu as récupéré ton songshare, il faut que tu le gardes pour pouvoir toucher tes revenus. Bien sûr. Ok. Par exemple, tu vois, nous c'est le cas, on l'a vu sur un songshare de Riles. Un gars qui nous a envoyé un message en disant je comprends pas, ça montre que je suis plus éligible au versement de royalties. Je dis c'est normal, t'as vendu ton songshare. Et il dit oui mais je l'ai gardé pendant 2 mois. Oui mais c'est pas comme ça que ça fonctionne. Il faut que tu le gardes jusqu'à la date de paiement. Ok. Si tu vends la veille, t'auras rien. C'est celui qui a Ouais. racheté la veille qui. Ouais, mais si t'as le truc en continu, tu devrais pouvoir aussi le tracker en prorata. Ça doit être la prochaine étape. Ah ça c'est notre prochaine étape dont on est un peu. Et là, ça incentive les gens à garder le truc, pas à le trader le jour. Alors moi je suis complètement amoureux de cette idée, mais j'aimerais beaucoup qu'on réussisse à faire des royalties on-chain en temps réel. Ouais. Le problème c'est que ça dépend quand même de là où tu consommes la musique. En fait, il faut que demain, t'aies Spotify, Deezer, Apple Music qui mettent en place ce système. Ouais. Du temps qu'ils le font pas. Ouais, mais bon, on va dire de manière transitoire, tu peux calculer un prorata et faire des airdrops. Tu peux faire ça, exactement. En tous les cas, on réfléchit déjà à un système qui nous permettrait de faire ça parce qu'on pense que dans l'expérience, ça peut être dingue. À part tes 2 chasseurs d'artistes et les referrals, mais d'ailleurs, j'ai pas trop compris qu'est-ce que ça veut dire les referrals dans ton cas de Referral, figure. c'est pas pour les artistes, c'est pour les users. C'est juste des users qui parrainent Ouais, d'autres Ok. users. ok. Voilà. Du coup, c'est ça votre plus grosse tactique que vous avez mis en place? Alors, il y a un vrai sujet de referral et de gamification quand même dans Bolero pour encourager les gens à inviter leurs potes, etc. Ok. Ça, je vais te dire, tu vois, de la même manière que je t'ai parlé du Royalties Estimator qui est inspiré du staking de Tezos sur Coinbase, moi, il y a un truc qui m'a toujours complètement trigger à l'époque, c'est quand Uber est arrivé. T'imagines même pas le nombre d'invitations que j'ai envoyées aux gens pour avoir les 10 balles de course offerte, tu vois. Ok. Et en fait, si tu regardes pourquoi est-ce que Uber a battu les autres apps de VTC, c'est juste grâce au referral. Ok. Donc moi, j'en fais vraiment un enjeu important. Je mesure tous les jours combien de Il y a beaucoup référeurs de de ce groupes qu'on de a. diggers de musique sur Facebook et autres. Ouais, t'as ça aussi. Et bon, en fait, Tu t'appuies sur des influenceurs de la musique? on a testé. Tu vois, par On a fait exemple, des petits contenus. Owen, il a un code de parrainage de Binance. Tous les influx ont des codes de parrainage pour les Ouais, exchanges. on l'a fait avec Outro Media. En fait, on l'a fait avec des influenceurs, des médias spécialisés dans le rap. Au moment où on a sorti Leto, Guide Besbar, etc. Pour essayer de voir l'attraction que ça pouvait nous amener. Le truc, c'est que il faut être sûr que ton influenceur, en tout cas celui avec qui tu as envie de bosser, avec qui tu as envie de collaborer, il va vraiment s'approprier le sujet et le redonner à sa communauté de la bonne manière. Parce que s'il ne fait, tu vois, nous c'était un peu le problème qu'on avait eu, t'en avais qui récitaient un peu ce qu'on leur donnait, en tout cas les éléments de langage, ça sonnait pas Ouais, ce n'est pas authentique. vrai et sincère, ouais. Et le meilleur partenariat qu'on ait fait pour le coup, c'est Outro qui pour le coup a fait du referral mais qui a aussi acheté des choses. Donc c'est aussi ça qu'on va aller chercher, c'est effectivement les influenceurs. Tu vois, moi je crois vachement à cette nouvelle forme d'influence, tous les diggers, tous les gens qui mettent une story sur Instagram en te disant écoute ce nouveau son et paf d'un coup le son il pète. Moi j'aimerais que ces gens soient sur Bolero et qu'ils se construisent leur propre catalogue. Parce qu'en fait c'est une nouvelle forme d'influence. Non, mais clairement. Donc voilà, donc ça c'est un peu les tractations. Après nous ce qu'on a envie de faire quand même c'est beaucoup d'éditos. Alors pourquoi de l'édito ? De la musique, ça se brand pas comme un produit e-commerce ou DNVB ou comme n'importe quel token. Il faut que tu aies en fait un spectre et une manière de communiquer qui mettent en avant ta marque, certes, mais il ne faut pas que ta marque ou ton concept fasse de l'ombre à la direction artistique des artistes. Ok. Donc on a pas mal de projets qui sont en réflexion en ce moment, notamment sur de l'activation digitale,
Donc, c'est-à-dire réussir à faire, par exemple, mettre un billboard dans Paname et en même temps avoir une expérience autour de ce billboard à travers la plateforme, ce genre de choses. Ok. Mais qui en fait créent des expériences ou créent des activations qui vont faire parler d'elles de manière organique sur les réseaux. Ok. Moi, ma croyance, c'est que à part si tu es une DNVB et que tu sais que pour 1 € dépensé en pub, tu as Y euros de chiffre d'affaires généré, à part si tu es dans ce cas de figure-là, ça sert à rien de mettre tout ton budget dans de l'ADS. Ouais, Il faut clairement. vraiment réussir à créer des expériences et des activations. Ok, intéressant. Bah écoute, invite-moi à la première activation. On va se refocus rapidement dans cette dernière partie sur Ouais. toi en tant que founder. Ouais. Tu sais, c'est toujours un pas de rentrer dans le Web3, encore plus d'être CEO et de monter une boîte dans le Web3. Ouais. Qu'est-ce que toi, tu as trouvé dur dans cette démarche? C'est vraiment une bonne question parce que en plus entre le moment où on s'est rencontrés et maintenant Web3 a quand même beaucoup changé, notamment grâce à des gars comme toi, hein. Vous faites un travail de fou pour structurer l'écosystème et faire rentrer les compétences dont on a besoin. Je dirais que les premières difficultés, c'est déjà l'état de l'art. Au moment où on commence, alors oui, la tech a plein de promesses, mais en fait tu te rends compte que dans la delivery ou l'application, l'usage de cette tech, en fait, t'es un peu Il y a limité. beaucoup de friction. Ouais. Donc tu peux imaginer plein de choses très cool, mais la mise en pratique, elle est complexe. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est ce qu'on a évoqué tout à l'heure, c'est le fait que le Web3 est exposé à un marché financier qui est très cyclique. Et donc quand tu te retrouves dans des bulles, il faut vraiment être bien accroché et il ne faut surtout pas céder aux sirènes des tendances. Voilà. Nous, c'était un truc qu'on avait vraiment sur lequel on a eu du mal. C'est mon point. Et je dirais que la troisième chose qui justement se différencie un petit peu de Web 2, c'est que on est en train de créer donc, des actifs digitaux de manière littérale, mais on est en train de créer des objets qui ne sont pas compris par toute la population. Je m'explique. Aujourd'hui, mon cœur de cible, c'est du 19-35 ans, parce que je sais qu'il n'y a que eux qui sont suffisamment technophiles ou ouverts d'esprit pour comprendre ce qu'on est en train de faire. Ok. Bon, tu penses pas que c'est juste parce que tu ouvres un nouveau marché? Je ne pense pas, parce que tu as vraiment un sujet de... Est-ce que ça existait même en Web 2 des marketplaces de catalogue? T'en as, mais qui sont purement trading, Ok. finance-like, enfin tu vois, c'est... Ok, c'est des trading platforms. Quoi. Voilà. Ok. Donc en tous les cas, moi je trouve que c'est compliqué quand tu commences dans le Web3 en tous les cas, par rapport à la cible dont tu disposes, et tu sais ce qu'on appelle le TAM, tu sais quand tu fais ton TAM, Total Addressable Market. Ouais, voilà, Total Addressable Market, il est quand même un peu plus réduit qu'avec du Web 2. Mais en réalité, c'est une opportunité aussi. Enfin voilà, du coup pour moi, c'est les 3 points qui sont vraiment clés et qu'il faut savoir maîtriser pour pouvoir avancer sereinement. Bon, après, si je dois rajouter un 4e point, c'est juste les skills, hein. C'est trouver des gens talentueux, mais qui sont aussi... Dans le mindset. Voilà, dans le mindset. Je pense qu'on le sait tous les deux. Dans les équipes, je ne sais pas si toi, tu as une méthode très spécifique pour constituer tes équipes, mais moi, je vais essayer de chercher au-delà du skill, je vais essayer vraiment rentrer dans les soft skills, dans l'humain, essayer de comprendre Ouais, d'où bien vient la sûr. personne, où elle veut aller, parce que faut s'accrocher, quoi. Clairement. Moi, je les stresse pour voir comment ils réagissent. Ah ouais. Euh, C'est un bon moyen. Qu'est-ce que... Bah, tu l'as peut-être déjà un petit peu répondu, mais j'allais te demander qu'est-ce que tu aurais fait différemment, en fait, si tu devais refaire quelque chose. Hmm. Hmm. À part le stick to the plan. Je pense que... Moi, je te donne un exemple. Moi, je dis souvent, bah, tu vois, comme c'était ma première boîte, que j'étais jeune, je faisais souvent trop confiance à mes advisors. Et au final, à posteriori, je me suis rendu compte que, en fait, c'est ma boîte, personne ne sait mieux que moi. Et que, en fait, les advisors, je ne devrais pas faire ce qu'ils disent, mais plutôt, tu vois, simplement écouter et agréger un petit peu tout ce qu'on me dit. Et en fait, moi, j'avais 2-3 advisors où vraiment, je buvais leurs paroles. Ouais.
Et Mais je sais parce pas, que il y a une fois parce où que je savais que c'était pas ce qu'il fallait faire, parce je que l'ai tu quand avais même beaucoup de fait. respect pour eux. Enfin, En fait, c'était un manque de confiance en soi, je pense. ouais. Tu vois, je me disais, tu sais, c'est comme quand tu es en examen et tu regardes la copie du gars à côté de toi et tu vois, il a mis un autre truc et tu te dis, putain, mais en fait, il est quand même meilleur que moi. Est-ce que je mets sa réponse ou ma réponse, tu vois? Et à chaque fois Ok. que tu fais ça, c'est la mauvaise réponse. Tu Ouais, vois bah ce que je ouais, veux dire? ouais, Du forcément, coup, là, forcément. c'était un peu la même chose. Ouais, ouais. Non, écoute, je pense qu'il y a un point important, c'est en tout cas, je pense qu'il aurait changé pas mal de choses pour nous, hein. Euh, Ne pas attendre trop longtemps avant de confirmer un modèle. Nous, sur le fan token, on a attendu d'avoir Maes, qui est un top 10 français, pour tirer des conclusions de Ok. toute notre data, etc. Donc, c'est de maintenir la vélocité en fait à ce niveau-là, pas trop s'endormir et pas prendre pour acquis les choses. Euh, et deuxième chose, effectivement, il y a 2, 3 fois où j'ai un peu trop écouté des personnes enfin, que je citerai pas évidemment, mais qui m'ont donné des conseils et je me suis dit, bah, s'ils me le disent, qu'il a raison. Et qui en fait parfois m'ont un peu envoyé au casse-pipe. Ou Ouais, du moins voilà. c'était pas le bon moment. Ça m'est déjà arrivé. Je te prends un exemple tout simple, hein. En septembre 2020, on me dit il faut que tu ailles aux US. On est encore en post-Covid, tu sais, il y a les confinements et les US avaient fermé leurs frontières. Ok. Donc je pars 15 jours à Dubaï pour pouvoir faire les 14 jours tu De vois, quarantaine? ouais, enfin, la quatorzaine avant de Ouais. partir aux US. Je book tout mon road trip, je book New York et Los Angeles. J'ai rien à faire là-bas. Enfin, en fait, j'avais pas besoin d'y aller. Ouais. J'avais pas besoin d'y aller parce que tout pouvait se faire à distance. Et en plus, on était en pleine bulle et c'était un moment où ça partait dans tous les sens. Donc, si tu veux, n'importe quel artiste avec qui tu voulais bosser, il te demandait une demi-barre. Il te demandait, moi, c'est 500 000 ou ciao. En tout cas, c'est comme ça aux US. Tu vois. Ouais. Donc, ça n'avait aucun sens. Mais le gars, en fait, il me disait tellement tous les jours, il faut que tu ailles aux US. Euh, En fait, il m'a créé un stress. Ouais, je comprends. Ouais. Tu vois. Sachant qu'on a toujours ce truc-là, un peu le complexe d'infériorité. Quand tu montes une boîte en France, on te dit si tu n'existes pas aux US, c'est mort, quoi. Mais je pense qu'en réalité, faut bien choisir son temps. Donc, clairement, ouais. Bien sous temps et bien préparé. Ouais, ça. Voilà. Et je pense que le dernier point aussi, c'est. Je sais pas si toi tu y arrives tous les jours, mais parfois il faut faire confiance à ses équipes et savoir déléguer aussi. Parce que quand tu es co-founder, tu as tendance à vouloir tout gérer, ou du moins avoir ton nez dans tout. Et je pense que parfois il faut savoir se dire si j'ai recruté cette personne, c'est parce qu'elle est forte, c'est parce qu'elle m'aide, et donc je peux lui laisser le lead, mais le full autonomie sur ce sujet. Tu sais, moi, la délégation, c'est un sujet, je l'ai un peu théorisé de la manière suivante. Je me suis dit, savoir déléguer, c'est pas donner aux autres ce que tu n'as pas envie de faire, c'est tout donner aux autres et faire ce que eux peuvent pas faire. Tu vois. Et en fait, moi, c'est vraiment l'approche, c'est que C'est une chaque super tâche approche, que j'aime j'ai, beaucoup. je la donne aux autres. Ouais, Et s'ils bloquent, bah là, je rentre dedans, tu vois. ouais, ok. En fait, et avant, c'est vrai, j'étais un peu comme ça aussi. J'essayais de tout faire, tout faire, tout faire, et je donnais que les trucs que je voulais, que j'aimais pas, ou je les donnais à moitié terminé. Je disais, vas-y, tiens, termine, etc. Et Hmm, donc le gars, il arrive, il a une presse de 3/4 faite, tu vois, il comprend pas le chemin de pensée. hmm. Maintenant, je leur dis, vas-y, tiens, fais-le. Ouais. Voilà un petit peu comment moi je le ferai, mais tu t'en occupes, et reviens voir si c'était bloqué. Et en fait, t'aimes power les gens comme ça. Exactement. Et Et, ça, faut le faire dès le euh, début. et en fait, ça les fidélise ou les rend loyaux parce qu'ils se disent, putain, il me fait confiance avec ce truc-là. Et du coup, le mec a d'autant plus envie de se surpasser pour bien faire le truc. Et puis il sait que si il ou elle sait que s'il le fait mal, bah, c'est la merde. Non, mais Ouais, pas pour lui, mais pour la boîte. ouais. C'est-dire il faut y arriver. Bah, Il faut faire quelque chose il faut de que les bon. gens en soient conscients aussi, ça. Bah ouais. Et donc, y a rien de mieux. Et est-ce que tu as des routines, toi, en tant qu'entrepreneur? Alors, j'ai pas de routine en mode American Psycho, mais en revanche, Pas mal la référence. bah, tu vois ce que je veux dire. En revanche, par contre, ouais, sport 3 fois par semaine, obligatoire. Ok, Plutôt le matin, en général. J'aime beaucoup travailler le soir. En fait, souvent, j'imagine c'est pareil pour toi, entre 11 h et 19 h, je suis tout le temps dérangé. Enfin, j'ai du mal à me trouver ce que j'appelle des tunnels de productivité. ouais, Et en fait, le moment où je suis plus productif, parce que t'es pas dérangé, t'es quand t'es tranquille, seul. c'est entre 20 h et 23 h. Donc ça, j'aime bien, avoir mon C'est petit tunnel chouette, de ouais. productivité le soir. Et du coup, le matin, je me lève un petit peu plus tard, peut-être. Je vais au sport et en fait, je commence ma journée à 10 h, 10 h 30. Tu vois. Ok, Donc ça, c'est un rythme que j'aime bien.
Après, en termes de routine, non, pas plus que ça. Juste, tu sais, j'ai des petites lubies toutes simples, mais je pense qu'on le dit pas assez, mais quand tu es entrepreneur, c'est quand même c'est comme un sport de compète. Donc faut être en bonne condition physique. Donc faut vivre, hein, faut profiter, mais il faut aussi faire attention. Donc je mange pas de viande la semaine, pas d'alcool du dimanche jusqu'au jeudi. Et j'essaye de me faire des nuits au moins de 7h, 7h30. Ok. Parce que sinon, en tout cas pour ma part, j'encaisse pas le rythme. Sinon je vais être crevé et du coup je vais perdre l'équilibre qui moi m'est cher, l'équilibre entre ma vie privée et ma vie pro. Ouais, ton harmonie, C'est ça. intérieure. C'est quoi l'un des 3 trucs que tu as cités? J'ai dit pas de viande, pas d'alcool. Oui, pas de viande. Ouais, Alors, c'est trop marrant que tu dises pas de viande, ouais. parce que, je sais pas, il y a 2-3 semaines, j'ai regardé un documentaire sur Netflix qui s'appelle Game Changer. Ouais. Ah putain, j'avais envie d'arrêter de manger de la viande. Mais Bah ouais, c'est un docu qui montre en fait que tous les sportifs de haut niveau, ils sont végétariens. Mm. Et donc, je sais pas, très certainement, tu dois avoir des documentaires qui te montrent que les sportifs de haut niveau, ils sont carnivores. Mais tu vois, genre là, c'était vraiment très stylé la manière dont c'était filmé, Ouais. parce que c'était scientifically proven, tu vois. Il y avait un Ouais, scientifique qui putain. disait, OK, voilà ton sang quand t'as pas mangé de viande, voilà ton sang quand t'as mangé de viande. Fact. Et en fait, tu vois que là, le truc est trop trouble, et là, le truc, il est clair, et tu dis, Ouais. ah ouais, d'accord. Ah ouais, non mais à fond. Toi, comment t'en es arrivé là? Bah, un peu pareil que toi, c'était pas le même documentaire, mais un documentaire que j'avais vu effectivement c'était en gros meat vs plant. Ouais, Déjà, je m'étais intéressé au sujet parce que, anecdote futile mais drôle quand même, pendant le premier confinement, j'avais investi à fond dans Beyond Meat, donc j'avais découvert ok. toute la viande végétale à cette époque-là. Et bref, je me suis intéressé au truc et en fait, je me suis rendu compte que ça a augmenté énormément ta probabilité d'avoir un cancer, ça a augmenté énormément ta fatigue, Ouais, ça a pesé sur tes os, ça a augmenté ton cholestérol. Donc en tout fait, à je me fait. suis dit, s'il n'y a pas d'alternative, je vais manger de la viande, mais s'il y a des alternatives, pourquoi. Donc en fait, si tu veux, je mange. Par exemple, j'aime bien pour le déjeuner ou le soir, je me fais, bah, en fait, plutôt que de te faire un steak, je vais me faire plutôt un truc pané de soja ou tu vois, ce genre de truc. Ok, Et en fait, je sens vachement la différence. intéressant. Donc la viande, c'est Je vais m'y essentiellement mettre. le. Bah non, en vrai, c'est cool. Et la viande, ouais, c'est essentiellement le week-end et sinon au resto. Parce que tu as aussi ce truc-là. Ce qui est cool quand tu manges de la viande, si tu aimes la viande ou si tu peux en manger, c'est de manger des bons morceaux, des belles pièces. Donc, Ouais, clairement, autant. c'est vrai. Il y a des influences que tu recommanderais à nos auditeurs? Des influences. Alors, il y Ça a. peut être des podcasts, ça peut être un Ouais. bouquin qui t'a ouvert les yeux. Alors, moi, il y a 2 ou 3 bouquins qui m'ont vraiment changé mon aventure entrepreneuriale. Ok, Et si je le dis cash, ça a tout changé. Pendant ma première levée de fonds, j'ai lu un bouquin qui s'appelle Pitch Anything et ok, qui explique en fait le système des frames mentales. Donc en fonction de la personne à laquelle tu t'adresses, tu dois changer ta manière d'être ou ta manière de t'exprimer pour fitter, donc épouser la frame de l'autre. Donc je te donne un exemple tout bête. Si c'est quelqu'un qui a l'habitude d'être un big boss et qui a l'habitude d'avoir un peu tout le monde à ses pieds, il faut que tu comprennes cette frame pour toi adopter le bon discours. Donc ce livre-là, hyper intéressant, si vous êtes sales, si vous êtes un entrepreneur, si vous voulez lever des fonds, ce bouquin incroyable. Et il y a un autre bouquin aussi que j'ai aimé, c'était The Secret to Hire. Et bah, tu vois, quand j'ai commencé Bolero, c'est ma première boîte, j'ai absolument aucune idée de comment on fait pour recruter. ouais, Et là, c'est un bon playbook pour justement bah, comprendre comment est-ce que tu fais à chaque étape de vie de ta boîte pour trouver les bonnes personnes selon tes besoins. comment tu dis que ça s'appelait? Euh, The Secret to Hire, j'ai un truc comme ça, je renverrai le lien. Ok, Et, et voilà, donc ça c'est les 2 essais qui sont cool d'un point de vue entrepreneur. Et après, il y a un bouquin que j'ai trouvé assez incroyable parce que c'est toujours une question que je me suis posée. Et je t'en ai parlé tout à l'heure, c'est un bouquin sur le revenu universel ouais, et qui s'appelle Give People Money. Et en fait, dans Give People Money, tu as l'autrice qui fait tout un exposé sur si demain on file un revenu universel à tous les gens sur Terre, comment est-ce que fonctionnera le monde? Et c'est intéressant. ultra passionnant. Et le monde fonctionnerait bien ou pas? Non, et c'est ça la morale de l'histoire. Mais bon, je ne spoil pas. C'est quoi l'ultime conseil que tu te donnerais à toi 3 ans avant? Si tu pouvais remonter le temps là. Ouah, celle-là, elle est dure, cette question. Qu'est-ce que Bon, je dirais indirectement, c'est un peu à... le conseil que tu donnes aux auditeurs, tu vois.
Ouais. Qu'est-ce que je dirais à Will? Écoute, si on était 3 ans avant, 2020. Tu lui dirais un truc du genre accroche-toi, bro. Déjà, je lui dirais, ça va être long. Non, mais surtout, ouais, stick to the plan et sois frugal aussi. Parce que c'est important de bien gérer son budget quand tu es une boîte, de ne pas dépenser n'importe comment. Et surtout de la data. Mesurer du ROI pour chaque dépense pour savoir si c'est une dépense que tu dois maintenir ou pas. Mais c'est ça que j'ai beaucoup respecté chez toi, et moi que j'ai peut-être un petit peu moins. Alors, l'importance de la data, tu vois, je la comprends, et je traque aussi certaines KPI. Mais toi, je me souviens, dès le début, tu savais bien les KPI, tu avais bien pensé aux KPI. Tu vois, moi, j'ai lancé un petit peu le truc, et je me suis dit, OK, qu'est-ce qui te semble intéressant de suivre? Et toi, tu avais bien... Ta méthode, c'était de définir qu'est-ce que tu allais suivre, et de après commencer. Et ça, j'ai toujours bien respecté ça de ta part. Tu vois, genre moi, peut-être le Customer Lifetime Value, j'ai peut-être mis 18 mois avant de comprendre ce que c'était, tu vois. Ah Ou ouais? de comment le calculer, tu vois. Ouais. Bah Parce qu'en fait, après, tant que tu n'as pas ton ouais. modèle économique et entre guillemets ton product market fit, pour moi, c'était pas le bon moment pour le faire. Ouais, bien sûr. Bah, de toute façon, tu as toujours un petit peu à la one again au début. De toute façon, il faut tester. Moi, j'ai pas tout mesuré comme un scientifique fou dès le début. En revanche, tout ce que je sais, c'est que les chiffres ne mentent pas et c'est aussi un peu mon parachute. Ce que j'entends par là, c'est que de toute façon, je suis amoureux de ma boîte. Je suis amoureux de mon idée. Donc, whatever it takes, j'irai au bout de cette aventure. Et on fera une grosse boîte. Mais parce que je suis fou, en fait. Je suis fou de cette boîte. Non, Bienvenue mais au tu club des vois, fous. non, mais ouais, je suis fou de cette Soyez boîte. fous, guys. Mais bien sûr, il faut être fou. Mais du coup, la seule chose qui me remet les pieds sur terre et qui me permet de prendre des décisions objectives, c'est les chiffres. Ouais. Parce que si le chiffre il est mauvais, je vais m'auto-corriger, je vais dire William, c'est une idée de merde. Passe à autre chose. Tu vois. Et alors que si j'ai pas de chiffres à l'appui, je vais rester amoureux de mon truc. Grave, t'auras toujours envie de te dire, ouais, mais peut-être que Voilà, exactement. ça changera. Exactement. Anyway, merci William, c'était super intéressant. Merci à toi Bilal, c'était super cool. D'avoir pu partager ce petit moment avec toi. Merci de nous avoir écoutés. J'espère que vous avez apprécié ce podcast sur la thématique de la musique avec William. Je vous incite à diguer la plateforme Bolero et à vous faire votre catalogue. Créez-vous un compte. Et si vous voulez suivre les podcasts, n'hésitez pas à vous abonner sur notre chaîne ou à rejoindre le Discord de Paris Lab. Cheers! Salut tout le monde.